Bienvenue au Polysécure, épisode spécial InCyber. Je suis avec Miguel. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je suis Miguel de Breuker. Je suis directeur général du Centre pour la cybersécurité belge. Merci énormément de me consacrer un peu de temps pour le podcast pour parler de choses très intéressantes. Tu interviens dans InCyber sur 2 activités. Est-ce que tu peux en parler un peu? Oui, donc ce matin, il y avait un panel sur les cyber powers. Je dois avouer que c'est pour moi un titre un peu bizarre parce que je ne connais pas vraiment des cyber powers. Il y a beaucoup de pays qui sont en train de développer des choses, mais des powers en cyber ou en cybersécurité, je ne suis pas sûr. Donc c'était un débat assez intéressant. Demain, je donne une présentation sur comment est-ce qu'on implémente la cybersécurité en Belgique et comment est-ce qu'on essaye d'avoir des mécanismes de contrôle sur Internet, ce qui est parfois un débat un peu difficile dans le sens que on a des laws, des lois, on a du law enforcement et on a aussi évidemment un système de juges et parfois de punitions dans toutes les sociétés, dans l'histoire. Mais comment est-ce qu'on devrait maintenant implémenter cela dans le monde cyber? Oui, puis c'est très intéressant parce que l'approche belge est un peu en marge de ce qu'on voit en général en Occident, où il y a un effort d'agir de façon réelle sur la protection de la population. Tu peux en parler un peu plus de ces actions-là qui sont entreprises? Oui, donc par exemple, d'abord on a comme clientèle, on appelle ça notre clientèle, c'est la population, les entreprises, les services gouvernementaux et l'infrastructure critique. Et donc, à un certain moment, on a dit, OK, on veut protéger la population contre tout ce qui est phishing, on veut être sûr et certain qu'ils sont conscients de différentes menaces. Et on a appelé la population, il y a plus ou moins 7 ans, à envoyer tous les courriels suspects à suspect@savonweb.be, une adresse mail qu'on a créée en 4 langues. Et par exemple, l'année passée, on a reçu 25 000 mails par jour en moyenne de la population et pour l'instant, on est plus ou moins au même montant. Donc, tous les jours, on reçoit tous ces mails. Mais depuis 5 ans, on a un accord avec les Internet Service Providers, les ISP les plus importants dans le pays, d'avoir une sorte de protection DNS, mais avec un système opt-out. Ça veut dire, par défaut, nous, on va sortir de ces 25 000 courriels par jour les domaines, les sites web qui sont malicieux, à notre connaissance, et on va les distribuer envers le système donc, des ISP, qui vont donc envoyer des pages d'avertissement vers la population qui clique sur un lien d'un de ces domaines. Oui, donc ça aide la population en général justement d'avoir un élément. C'est un peu intrusif. Comment ce geste-là permet aussi aux gens de se sortir de ça? Parce que certains pourraient dire oui, mais là, il y a une action un peu trop démesurée de l'État sur la vie du citoyen. Donc, j'imagine qu'il y a une capacité de sortir qui est expliquée. Certainement. Donc, il y a pas mal de pays qui ont ce genre de système, mais c'est toujours un système opt-in. Donc, il faut choisir de participer, sinon, on n'a pas la protection. Nous, on a choisi de le faire différemment. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'un système opt-in, les gens ne l'utilisent pas vraiment. Et donc, on a développé une page d'avertissement où on explique, attention, on vous donne cet avertissement. Si vous ne voulez pas les avertissements du gouvernement, voilà comment vous pouvez changer votre système pour être sur un DNS qui n'est pas protégé. Donc, alors vous n'avez plus les avertissements, mais il faut le choisir. Et une deuxième mesure, c'est que si vous n'êtes pas d'accord, 24/7, vous pouvez dire « Ah mais attention, ce site web, il n'est pas malicieux ». Et donc, nous, on va immédiatement le retirer et analyser si ce que vous indiquez est bien correct. Si ce n'est pas correct, on le remet immédiatement. Mais donc, on a un système pour éviter qu'on dise attention, ça c'est government censorship, vous bloquez l'accès à des sites web. Non, on ne bloque pas l'accès à des sites web. Depuis 5 ans, on dit touchons du bois, il n'y a pas de official complaint, donc ça roule, ça tourne. Et on envoie quand même, l'année passée, on a envoyé cette page web dans le pays 240 000 millions de fois pour 2024. Donc, c'est un système qui fonctionne assez bien, mais bien sûr, qui est assez osé pour un gouvernement de dire, OK, on va implémenter ce genre de page d'avertissement. Oui, de mon sens, ça demeure intéressant parce que
je pense qu'on est rendu au point où on devrait prendre ça comme la santé publique. Donc, l'État doit agir pour le bien-être de tout le monde. Donc, il y a un effet. Est-ce que c'est mesuré l'effet que ça a, la réduction des problèmes que vous rencontrez? Autant là, il y a 25 000 courriels qui rentrent par jour. Est-ce que de l'autre côté, en termes de réduction des fraudes, des plaintes et des choses comme ça que dans les canaux plus officiels, est-ce que vous avez été capable de mesurer des effets positifs de cette approche-là? Évidemment, ça c'est très, très, très difficile. On sait ce qu'on va, disons, bloquer, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas bloquer. Donc, mesurer ce genre d'effet est très difficile. Par contre, quand on voit les statistiques, quand on voit certains index, par exemple, on utilise l'index BitSight pour les pays, pour faire une comparaison des pays européens. On a la ITO Index, etc. On a d'autres moyens de mesurer. Là, on voit que la Belgique est quand même toujours dans le top 3-4 des pays européens. Donc, je pense que les mesures qu'on prend ont un effet positif. Mais en effet, c'est très difficile je concède, mais je suis intéressé parce que de là va inciter aussi d'autres pays à agir. Donc, si par rapport à vos comparatifs européens, vous vous situez avantageusement, ça a déjà un signal fort qu'il y a des bénéfices à aller dans cette direction-là et que de toute façon, les gens normaux ne se préoccupent pas de ça. Donc, il faut les aider, leur donner une petite poussée pour les amener vers cette direction-là. L'autre aspect à ça, c'est qu'organisationnellement parlant, moi, je trouve ça très bien que l'État veille à la santé numérique de ses citoyens. Ça doit quand même demander beaucoup de ressources, effectuer ce travail-là. Comment ça s'organise? Qui est le porteur et comment ça se répercute sur l'ensemble des appareils gouvernementaux belges, puisqu'il y a une certaine complexité politique en Belgique, là? Oui, donc tout ce qui est donc par loi, tout ce qui est sécurité nationale par défaut est donc fédéral et donc traité à un niveau national. Donc par exemple la défense, les services de renseignement, mais depuis quelques années aussi la cybersécurité est donc fédéralisée. Ça veut dire que par défaut c'est un pouvoir national donc du Centre pour la cybersécurité belge. Par contre, on a immédiatement implémenté un modèle où on dit on va tenir compte des différentes régions. Par exemple, il y a quelques années, en Flandre, ils ont décidé de créer un propre CERT, un propre C-Search. Et on a dit, OK, voilà, on va vous supporter, mais on va essayer de bien définir quels sont nos pouvoirs et quels sont les vôtres. Dans quel cas est-ce que nous, on intervient? Dans quel cas est-ce que vous intervenez? Et des procédures pour dire, OK, la notification rentre chez vous ou chez nous, comment est-ce qu'on va le traiter avec un processus standardisé? Donc, pour nous, c'est très important de bien définir quel est le pouvoir de cybersécurité nationale et par exemple régionale ou par autorité sectorielle pour les secteurs. Comment est-ce qu'on travaille ensemble, mais aussi bien définir ce qui dans le domaine de cyber law enforcement, cyber defense et cyber diplomacy, qu'est-ce que ça signifie? Et comment est-ce qu'on peut rassurer qu'il n'y a pas de compétition ou qu'il n'y a pas de malentendu? Et comment est-ce qu'on interagit? Et donc maintenant, on a vu que la collaboration est beaucoup mieux au moment qu'on a d'abord coupé ces différentes pièces dans des choses qui sont très compréhensibles, que tout le monde sait, ça c'est mon domaine, ça c'est ce que moi je fais du moment que j'y passe. Je rentre dans un domaine de quelqu'un d'autre, je dois lui avertir, je dois les contacter. La communication est le meilleur moyen pour éviter les problèmes. Ça, je suis entièrement d'accord. Puis c'est un peu ce qui manque sur l'envergure mondiale. La communication ne soit pas aussi claire, pas aussi facile que ça de toute apparence. Puis je suis vraiment agréablement surpris qu'on puisse aussi, disons, facilement que ça en apparence de l'extérieur, de réussir à mettre ces pièces-là ensemble et d'amener cette collaboration-là et cet écosystème-là à fonctionner. Le centre, le point central dans lequel tu œuvres, c'est quoi l'ampleur de cette équipe-là? C'est quoi les ampleurs des travaux? Puis c'est quand même 25 000 courriels. Je reviens sur le travail gigantesque qui est effectué par ces équipes-là, de trier cette information-là et d'en faire quelque chose d'utilisable. Ça représente quoi comme équipe de travail, de compétences, de gens de passionnés qui sont dans ces centres-là? Toute l'équipe qui traite donc le projet BeFish, donc le courriel suspect@cvonweb.be, les 25 000 mails par jour.
et le système BAPS, Belgian Anti-Phishing Shield, donc tout ce qui est le DNS rerouting, c'est une équipe de 4 personnes. Tout est automatisé. Donc, on travaille aussi avec 2 partenaires privés qui nous aident à traiter. Donc, on va anonymiser l'information de façon complètement automatisée à notre centre. Et il y a une contrôle supplémentaire par 2 partenaires privés. Et puis, ça rentre chez nous, il y a encore une fois une contrôle automatique. Et au moment qu'on voit des anomalies, il y a une analyse par cette équipe de 4 personnes. Mais tout est automatisé et tout est outsourcé après anonymisation. Ah, c'est fantastique de réussir à faire un travail d'aussi grande ampleur avec aussi peu de ressources. Je pense que ça doit faire l'envie de beaucoup d'autres pays de réussir à avoir mis ça en œuvre de cette façon-là. Les autres sphères, là, c'est la sphère citoyenne. Tu as également mentionné que vous agissez dans d'autres sphères, notamment militaire, espionnage, ainsi de suite. Comment ça se positionne dans l'ensemble du paysage belge, ces entités connexes-là? Donc, les connexions, les collaborations d'abord, en Belgique, on a un comité de coordination renseignement et sécurité où se retrouvent tous les chefs des services de renseignement et de sécurité. Donc, aussi bien de la police, services renseignement militaire, civil, affaires étrangères, police, défense, donc tous ces services et le centre de la cybersécurité, les grands chefs se réunissent au moins une fois par mois, tous les mois. Au-dessus de ça, il y a un comité stratégique. Ça veut dire qu'au moment que nous, on a des propositions pour la politique, on va organiser une réunion avec ces grands chefs, mais avec les représentants des différents ministres dans les domaines spécifiques. Et puis au-dessus de ça, il y a le Conseil national de sécurité, c'est avec les ministres et à nouveau avec les chefs des services de renseignement et de sécurité. Et donc à chaque fois où il y a une demande qui vient de la politique vers les services de renseignement et de sécurité ou l'inverse, une initiative de ces services, ça passe par cette chaîne, ça monte, il y a une décision et ça redescend. Donc ça, c'est le mécanisme qu'on a pour travailler ensemble, mais le fait d'avoir les grands chefs autour de la table tous les mois et que tout le monde peut mettre n'importe quel sujet sur l'agenda permet d'avoir une collaboration beaucoup meilleure. On revient encore à la communication. C'est le nerf de la guerre. Ça, c'est l'élément où ça permet un meilleur fonctionnement. De votre sphère d'influence, à part l'élément public, est-ce qu'il y a d'autres actions visibles qui sont posées par le Centre de cybersécurité de la Belgique? Pour l'instant, pour nous, un des éléments les plus importants, ce n'est pas vraiment vis-à-vis la population, mais c'est surtout, par exemple, dans le cadre de l'implémentation de la loi NIS 2, il y a une directive européenne NIS 2, où là, on a été obligé de l'implémenter et on a, en Belgique, au niveau européen, on a 18 secteurs qu'on doit identifier sur 2 couches. Une couche entité essentielle et une couche entité importante. Et donc là aussi, on a essayé de développer un framework standard qui s'appelle Cyber Fundamentals. Donc sur Safe on Web Cyber Fundamentals, vous allez trouver le framework qui est une couche commune pour tous les secteurs. Donc on a dit, les autorités sectorielles, les régions, ils peuvent implémenter des mesures supplémentaires, mais la couche de base est commune pour tout le monde. Ce qui fait qu'ils ont accepté ça. On est arrivé à l'implémenter de façon assez vite. Et maintenant, il y a d'autres pays qui se raccrochent, comme l'Irlande, comme la Roumanie. Et à un niveau européen, on va essayer de récupérer ce framework à un niveau européen. Donc ça, ce sont les initiatives qu'on essaye de prendre. C'est surtout de simplifier certaines choses. Donc au lieu de couper tout en des petits parties, c'est de créer une couche commune, mais de laisser la liberté et respecter la liberté des différentes entités si c'est des régions. Ce sont des autorités sectorielles pour des secteurs. On dit voilà, on essaye de créer une couche commune, mais vous gardez la liberté de rajouter des éléments qui sont spécifiques pour votre région ou pour votre secteur. Je trouve ça super inspirant, ces approches-là, de façon communautaire, collaborative, dans un univers qui n'est pas autant, en tout cas du moins en apparence.
Moi, j'ai pas d'autres questions. Puis je suis juste comme émerveillé par la qualité du travail qui est fait en Belgique pour amener un bénéfice réel pour les citoyens. Donc, les impôts servent vraiment au bénéfice et on arrête on réduit la fraude, on réduit les problèmes. Et si peut-être d'autres pays étaient plus sérieux dans le fait d'arrêter, au lieu d'essayer de démanteler des réseaux de méchants qui vont réapparaître de toute façon, de protéger les gens chez eux avec une police locale, avec une intervention locale, moi, je suis sans mots par rapport à ce genre de choses-là. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que j'ai pas posé comme question que tu aimerais aborder ou discuter? Non, sauf que ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Je dois avouer que ça a pris 10 ans pour y arriver plus ou moins, et ce n'est pas encore parfait. Je dois avouer que très souvent, on a fait des accords avec des secteurs ou avec des régions et ça n'a pas été respecté. Mais je pense que la puissance que nous, on a eue, c'est que on n'a jamais dit alors on arrête la collaboration ou ça ne fonctionne pas. On a dit ah mais attention, on a créé aussi un conseil de cybersécurité et on se met ensemble et on a un modèle où on dit ok, en dehors de la grande réunion, on dit ok, ben, cette initiative, c'est peut-être une bonne chose, mais allez, vous n'avez pas vraiment respecté les règles, serait-il possible dans le futur d'essayer comment de travailler ensemble? Donc je dois dire, oui, ça fonctionne. Oui, on a des bons résultats, mais ça n'a pas été construit en une semaine ou en un an. Ça a pris des années et ce n'est pas parfait pour l'instant non plus. Donc, ça fonctionne. Mais de temps en temps, on voit qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah, mais moi, je vais faire ça ». Et il oublie quand même de respecter certaines règles. Mais donc, pour nous, c'est le plus important, c'est de dire « Ok, tout le monde fait des erreurs ». Mais on continue quand même sur l'objectif qu'on a mis. Ben, ça demeure magnifique cette persistance, parce que je connais beaucoup d'États qui ont abandonné plus rapidement. Et cette approche de conciliation, c'est-à-dire de ne pas se choquer parce que l'autre n'a pas fait comme, et juste d'entamer une conversation pour le bénéfice de tous. Ça revient à ça un peu de ce que je retiens de l'initiative, c'est ça bénéficie tout le monde, donc on va trouver une place, un terrain d'entente, on va négocier, on va se parler, puis on va désamorcer ce qui est en apparence un conflit au lieu d'en faire un problème. On va essayer d'en faire une solution par rapport à ça. Merci énormément. Il y a peut-être d'autres choses à rajouter sur... Merci beaucoup. Merci à vous de me donner cette opportunité. Donc, merci. Merci d'avoir pris le temps. Merci.